Ma famille possède une petite maison de vacances dans le Colorado. Mes parents sont des skieurs passionnés. C'est d'ailleurs ce qui les a motivés à l'acheter. La maison est dans la famille depuis avant ma naissance. Elle montre clairement son âge à bien des égards. Mais elle a aussi environ 40 ans. Elle ne peut pas avoir l'air neuve. Mon père a dû faire beaucoup d'entretiens au fil des années. Elle est toujours dans notre famille aujourd'hui. Mais elle commence vraiment à tomber en ruine. Mon père parle de la démolir pour en construire une nouvelle. Mais je ne m'implique pas vraiment dans sa décision. Cette histoire s'est passée il y a environ 15 ans, quand j'avais 8 ans et mon frère 11. Nous étions au Colorado, pendant une tempête de neige. Il neigeait énormément, et bien sûr, mon frère et moi avons voulu sortir jouer. Le meilleur aspect de nos séjours là-bas quand nous étions enfants, c'était l'immensité de l'espace. La propriété a une grande clairière entourée de forêts de toutes parts. Une route sans issue descendait jusqu'à quelques autres propriétés presque aussi grandes. C'était le terrain parfait pour jouer à cache-cache, faire des batailles de boules de neige ou d'autres jeux du même genre. Mon frère Josh et moi sommes sortis, équipés pour le froid, et avons commencé notre jeu de bataille de boules de neige avec nos propres règles personnalisées. En gros, on devait construire 2 forts. Chacun choisissait son emplacement, mais on devait dire à l'autre où on le construisait. Ensuite, on fabriquait une énorme boule de neige, qui servait de joyau à voler dans la base adverse et à ramener dans la sienne. Josh a décidé d'installer son fort sur la propriété voisine la plus proche. Il n'y avait presque jamais de voitures, 9 fois sur 10, alors on jouait souvent sur leur terrain puisqu'ils n'étaient jamais là. On construisait des petits murs pour simuler un fort, puis on mettait la grosse boule de neige derrière ces murs. Pour rejoindre la base de l'autre, on pouvait soit couper à travers la forêt, soit emprunter la route qui montait ou descendait jusqu'au fort opposé. Une fois que Josh a couru sur la route et disparu, j'étais censé attendre qu'il siffle pour signaler le début du jeu. J'ai attendu longtemps, trop longtemps, plus de 5 minutes. Il avait déjà préparé son fort, donc il ne lui restait plus qu'à redescendre et à souffler dans le sifflet. Quand environ 10 minutes ont passé, j'ai supposé que je n'avais tout simplement pas entendu son sifflet. Alors j'ai commencé à planifier mon itinéraire. Fallait-il passer par la forêt ou prendre la route? J'ai choisi la route, parce que honnêtement, traverser la forêt en pleine tempête de neige à 8 ans me faisait un peu peur. Je me suis mis à avancer dans la neige non déblayée, les flocons me fouettant le visage. Grâce aux nombreuses couches de vêtements que ma mère m'avait fait enfiler, je n'avais pas froid, du tout. En approchant de l'allée de la propriété voisine, j'ai regardé à travers les arbres et je n'ai pas vu Josh. Avec les arbres dénudés en hiver, on voyait assez bien à travers la forêt. J'ai donc coupé à travers les arbres pour essayer de me faufiler. Mais Josh était littéralement introuvable. Je voyais son fort. J'ai regardé autour de moi et, en confirmant qu'il n'était pas là, j'ai approché son fort pour récupérer le joyau. Mais, avant d'y parvenir, j'ai entendu une voix de femme crier « Excuse-moi, tu cherches ton frère ». Je me suis retourné dans la direction d'où venait la voix et j'ai vu une femme plus âgée, debout devant la porte de la maison voisine. Je lui ai répondu qu'on jouait à un jeu. Elle a alors dit « Ton frère est ici ». J'étais très confus. J'ai commencé à avancer vers les marches de la maison et, en me rapprochant, j'ai pu voir son visage plus clairement. Dans mon esprit, d'enfant de 8 ans, elle paraissait bien plus vieille qu'elle ne l'était probablement. Puis, en levant les yeux vers une des fenêtres de l'étage, j'ai vu quelqu'un qui me regardait. Pendant un instant, j'ai cru que c'était Josh. C'était quelqu'un avec la moitié du visage couverte, apparemment par un bonnet noir, et le bas du visage caché sous la fenêtre. J'ai aussi remarqué une autre série d'empreintes menant à la porte d'entrée. Elle devait être celle de Josh. La femme me souriait d'une manière très étrange. Je me souviens de cette sensation soudaine de cœur qui se serre. Elle m'a fait signe d'entrer pour me mettre à l'abri du froid. Je me suis figé et j'ai crié « Josh !» Mais il n'y a eu aucune réponse. La femme a arrêté de sourire. Elle ne s'attendait pas à ce que je fasse ça. J'ai également remarqué que l'autre série d'empreintes faisait demi-tour. Si c'était celle de Josh, il avait rebroussé chemin vers la forêt. Puis, j'ai entendu des bruits de pas lourds venant de l'intérieur de la maison. Ils semblaient en venir de l'étage et descendre.
J'ai commencé à courir. La femme a crié quelque chose que je n'ai pas compris. À moi ou à quelqu'un d'autre. J'ai jeté un dernier regard vers la maison. Le visage que j'avais vu à la fenêtre avait disparu. Je me suis précipité sur la route, puis j'ai entendu le sifflement de mon père, en haut de la colline, le signal qu'il utilisait pour nous appeler à dîner. Quand je suis arrivé dans notre allée, mon père et Josh étaient déjà là, en route pour venir me chercher. Avant même que je puisse expliquer ce qui venait de se passer, Josh racontait déjà que des gens dans la maison voisine lui avaient dit d'entrer. J'ai dit que la même chose m'était arrivée. Mon père est alors descendu là-bas, armé de quelque chose, tandis que nous attendions dans la maison avec notre mère. Il est revenu après un long moment et a dit que la porte d'entrée était verrouillée et que personne ne répondait. Il est alors allé chez un autre voisin qui connaissait les propriétaires de la maison et les a appelés. Ce qui s'est passé ensuite me donne encore des frissons à chaque fois que mon père en parle. Les propriétaires de la maison n'étaient pas là ce week-end-là. Personne n'était censé être dans la maison. La police a été appelée et nous avons dû décrire la femme à un officier sur place. Après cela, nous n'avons plus été impliqués. Selon mon père, la porte arrière était ouverte et la maison a été fouillée, mais rien n'a été trouvé. Par précaution, mes parents ont emporté tous leurs objets de valeur de peur d'un cambriolage en notre absence. Après ce jour, nous avons évité de jouer sur cette propriété à cause du simple facteur de peur lié à ce souvenir. Heureusement, nous ne sommes jamais entrés dans cette maison. Cette histoire m'est arrivée il y a quelques hivers, quand j'avais 21 ans. J'étais en dernière année d'université. Tout le monde sait que le meilleur ski accessible depuis le nord-est se trouve dans le Vermont. Ce devait être un voyage comme un autre. Il y avait moi, Jaden, Rylan et Amir. Je ne me souviens absolument plus de la montagne où nous avons skié lors de ce voyage, car c'est Jaden qui avait tout réservé, et Rylan qui conduisait. Ce dont je me souviens, c'est qu'elle était immense, avec environ 7 remontées mécaniques couvrant tous les différents sommets. Si je devais deviner, je dirais que c'était Killington. Nous avons skié pendant presque 2 jours entiers, et je suis sûr qu'il y avait encore des pistes que nous n'avions pas essayées, tant la station était grande. C'était le 2e jour. Après avoir skié la veille, nous avions une assez bonne idée des pistes que nous aimions. Cette journée allait donc être principalement consacrée à nous tester et à repousser nos limites, comme le veut la tradition. Je mentirais si je disais que nous n'avions pas pris quelques shooters de fireball pour pimenter un peu les choses. Nous passions un excellent séjour. Les pistes double noires ne devenaient jamais ennuyeuses, et chaque descente se transformait en une petite compétition entre nous. Il nous restait peut-être 1 heure avant la fermeture des remontées mécaniques. Nous étions tous épuisés, mais nous savions qu'à peine sur la route du retour, la montagne nous manquerait déjà. Nous étions en train de réfléchir à la manière dont nous allions terminer notre séjour au sommet du télésiège, lorsque 2 filles sans casque sont venues vers nous. Cela peut sembler étrange pour certaines personnes, mais je ne rendrai pas justice à cette histoire si je ne mentionnais pas ce détail. Les filles, l'une brune et l'autre blonde, étaient absolument sublimes, et je ne dis pas cela de manière étrange. C'étaient objectivement 2 des plus belles femmes que j'avais jamais vues en personne. C'était déconcertant. Elles se sont présentées sous les prénoms de Taylor et Devin, et nous avons commencé à discuter. Elles nous ont expliqué qu'elles s'ennuyaient, parce que la station était remplie de personnes plus âgées, ce que j'avais moi-même remarqué la veille. Il était donc logique qu'elles nous aient approchés, nous, un groupe de jeunes qui semblaient avoir leur âge. Devin avait l'air d'une skieuse, très expérimentée, car elle posait à Amir toutes sortes de questions techniques sur ses skis. Lui et Ryland possèdent en fait leurs propres skis de grande qualité, contrairement à Jaden et moi qui louons toujours les nôtres. Les filles semblaient impressionnées par ce détail. Taylor a fait un commentaire sur nos performances en ski, et nous lui avons répondu en plaisantant que l'alcool débloquait notre véritable potentiel sur les pistes, ou une autre bêtise du genre, ce qui l'a fait rire. À notre surprise, Devin a sorti une bouteille sans étiquette et nous a provoqués, nous traitant de mauviettes, parce qu'on se contentait d'une boisson aussi douce que le Fireball. Nous avons relevé le défi et avons pris de bonnes gorgées de leur bouteille, ce qui, je pouvais le voir, a fait basculer Ryland. Il a tendance à boire plus qu'il ne peut gérer,
donc ce n'était pas très surprenant. J'ai pris note de ne pas trop boire, parce que quelque chose dans cette situation me mettait mal à l'aise. J'avais encore du mal à croire que ces deux filles s'intéressaient vraiment à nous. Une bande de gamins stupides. Surtout qu'on portait tous des casques et que nos visages n'étaient même pas visibles. Pourtant, tout se passait bien. Amir était comme d'habitude, exagérément dragueur, mais Taylor semblait apprécier, donc je n'ai rien dit. Je me suis dit qu'on allait simplement passer le reste de notre temps sur les pistes avec ces filles. Et ça ne me dérangeait pas vraiment. Qui sait? Peut-être qu'elles connaissaient quelque chose à faire après la fermeture des pistes. C'est alors que Devin nous a demandé si nous avions déjà skié sur une piste appelée la Forêt du Diable. Un nom qui ne me disait absolument rien. Notre autre ami Chase aurait sans doute mémorisé la carte des pistes, car c'est littéralement un GPS ambulant. Mais il n'était pas avec nous. Nous leur avons dit que non. Et elles nous ont expliqué qu'il s'agissait d'une piste en sous-bois, un peu obscure et rarement ouverte. Pour ceux qui ne savent pas, les pistes en sous-bois sont celles qui passent entre les arbres, ce qui signifie que l'on skie en pleine forêt. Nous adorions skier sur ce genre de piste, alors cette forêt du diable a immédiatement éveillé notre curiosité. Nous leur avons dit qu'on était partants, et elles nous ont fait signe de les suivre. Nous avons atteint un passage étroit sur nos skis, et elles nous ont dit de les enlever car nous devions marcher légèrement en montée pendant un court moment. J'ai tout de suite remarqué que nous étions dans une partie assez isolée de la montagne, car la neige était parfaitement fraîche et il n'y avait absolument personne autour. L'idée d'une petite aventure était excitante, alors je n'ai pas réfléchi plus que ça. Éméchés et curieux, nous avons détaché nos skis et suivi les filles en grimpant la montagne. Amir et Ryland ont couru devant, probablement pour continuer à flirter avec elles, tandis que Jaden et moi sommes restés légèrement en arrière pour leur laisser de l'espace. En avançant, j'ai remarqué que Jaden semblait un peu méfiant. Alors je lui ai demandé ce qu'il avait en tête. J'aime à penser que nous sommes les plus rationnels et posés du groupe. Amir est trop imprévisible et impulsif, et Ryland suivrait une fille jusqu'au bord d'une falaise s'il le fallait. Jaden a trouvé étrange que cette piste ne soit accessible par aucun télésiège, ce qui m'a aussi paru suspect. Je n'avais jamais eu à marcher en montée pour atteindre une piste auparavant. Nous avons convenu de rester sur nos gardes. Après tout, que pourraient bien faire deux filles contre un groupe de 4 mecs costauds? Elles nous ont conduits dans la forêt, et le terrain a finalement commencé à s'aplanir. Jaden et moi avons rejoint le groupe, et il était évident que Ryland et Amir avaient bien avancé dans leur tentative de séduction. Ryland avait passé son bras autour de Devin, qui souriait et riait. Elles ont désigné une direction et tout à coup la pente est devenue descendante. J'ai soupiré, réalisant encore une fois à quel point Chase nous aurait été utile. Il aurait su exactement où nous étions et où cette piste nous mènerait. Jaden était toujours sceptique et a demandé aux filles si elles étaient sûres que c'était bien une piste officielle. Elles ont répondu que oui et ajouté qu'elles nous ramèneraient directement au télésiège. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Devin a ressorti la bouteille et nous a dit qu'on devait la finir. Amir et Ryland ont pris de grosses gorgées avec enthousiasme. Mais quand la bouteille est arrivée à Jaden, il a dit qu'il en avait assez bu. À ce moment-là, j'aurais juré que le sourire de Devin s'était transformé en un rictus de colère pendant une fraction de seconde. Mais quand j'ai cligné des yeux, elle souriait de nouveau. Apparemment, j'étais le seul à avoir remarqué, car mes amis avaient des expressions normales. Elle a adopté un sourire séducteur et a battu des cils en insistant gentiment auprès de Jaden. Il a finalement attrapé la bouteille, probablement juste pour la faire taire. Quand la bouteille est arrivée jusqu'à moi, j'ai simulé une gorgée sans boire une seule goutte. Tout dans cette situation faisait retentir des signaux d'alerte dans ma tête. Je rendis la bouteille à Devin, qui la rangea. Je remarquai que ni l'une ni l'autre des filles ne buvaient cette fois-ci. Je réalisais alors que je ne les avais jamais vues boire quoi que ce soit depuis le début. Je regardais mon téléphone. J'essayais de trouver une excuse pour éviter de skier sur cette piste. Je leur dis que nous n'aurions pas assez de temps pour remonter et redescendre jusqu'à l'endroit où nous avions garé la voiture. Les filles insistèrent sur le fait que nous aurions largement le temps et que les remontées étaient de toute façon reliées en bas. Puis, sans prévenir, elles déclarèrent
que nous perdions trop de temps et se précipitèrent vers la pente, nous mettant au défi de les suivre. Amir et Ryland les suivirent immédiatement, espérant visiblement que l'issue leur soit favorable une fois en bas. Jayden et moi n'avions clairement pas envie d'y aller, mais nous nous sommes dit, nous n'avions pas le choix. Alors, nous les avons suivis. Je laissais Jayden passer devant, car après tout, cette piste semblait toujours aussi difficile, et skier en pleine forêt n'est pas une plaisanterie. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais une fois arrivé en bas, je me sentis soulagé. Les 4 autres étaient là, riant et flirtant comme avant. Jayden et moi les rejoignîmes, mais quelque chose clochait. Il n'y avait aucune remontée mécanique en vue. Nous étions toujours entourés par la forêt de tous les côtés. Je demandais fermement aux filles où se trouvait la remontée. Elles me dirent d'arrêter de m'inquiéter, qu'elle était tout près. Puis, elles ajoutèrent qu'elles allaient nous y emmener dans quelques minutes. Je me détendis un peu, convaincu que je m'étais inquiété pour rien depuis le début. Alors que je me frottais les yeux, j'entendis un bruit sourd dans la neige. J'ouvris les yeux pour voir Ryland allongé sur le dos, inconscient. Les filles éclatèrent de rire, le traitant de poids-plume, mais je compris immédiatement que c'était bien plus sérieux que ça. Avant même que je puisse réagir, Amir s'effondra à son tour. Je commençais à paniquer. Je me précipitais vers eux et détachais mes skis. Heureusement, ils respiraient normalement, mais j'étais complètement terrifié. Jayden fit un pas vers les filles et leur demanda ce qui se passait. Furieux, elles semblaient sincèrement choquées, jurant qu'elles n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Jayden avança encore d'un pas, puis il s'effondra dans la neige à son tour. Je restais figé, essayant d'assimiler l'horreur de la situation. Je n'arrivais pas à croire que cela nous arrivait réellement. Ma tête commença à tourner, et je compris que j'étais le prochain. Les filles ne faisaient même plus semblant maintenant. Elles me fixaient comme si elles attendaient que je perde connaissance. Je me sentis pris de vertige et m'assis dans la neige, même si je voulais rester debout. J'ai exigé de savoir ce qu'elles nous avaient donné. Elles n'ont pas répondu, elles n'ont même pas bougé. Je criais encore et encore, mais elles restèrent de marbre. Je voulais me lever, mais je n'arrivais littéralement plus à me tenir debout. Pourtant, je ne perdis pas connaissance. Je gardais les yeux ouverts tout du long. Finalement, Taylor se tourna vers Devin et dit quelque chose comme « Il a dû ne pas assez boire ». Elle avait l'air plus énervée qu'autre chose. Devin jura avant de dire à Taylor qu'elle devait partir. J'étais toujours paralysé. Je les regardais détacher leurs skis avant de récupérer ceux d'Amir et de Ryland, puis s'enfoncer dans la forêt. Il fallait que je fasse quelque chose, mais mon corps était toujours engourdi. Je ne pouvais pas simplement les laisser partir avec les skis de mes amis. Je savais qu'elles ne pourraient pas aller bien vite en portant 2 paires de skis chacune, surtout dans la neige. Après quelques minutes, je commençais à retrouver le contrôle de mon corps. Je me mis à tituber en suivant leurs traces dans la neige, mais c'était presque surnaturel à quel point elles avaient réussi à aller loin, malgré le poids supplémentaire. Finalement, après un virage, je les aperçus au loin, bien trop en avance sur moi. Je me dis que tant que je les gardais en vue, je pourrais les retrouver. Je les suivis encore quelques minutes, et c'est là que tout devint fou. La forêt s'ouvrit sur une clairière qui menait à une route. Nous devions littéralement être de l'autre côté de la montagne, ce qui faisait sens en y repensant. C'est alors que je remarquai une camionnette garée au loin. Je m'arrêtai net au bord des bois. La porte latérale du véhicule s'ouvrit et 4 types costauds en sortirent pour accueillir les filles. L'une d'elles leur fit signe de remonter dans le van, mais l'un des hommes se retourna et me pointa du doigt. C'est là que je compris que j'étais dans une merde noire, et je me sentais aussi comme un idiot d'avoir laissé mes amis inconscients et sans défense dans les bois. Les gars à l'intérieur du van semblaient hésiter entre partir ou me poursuivre, mais je n'allais pas attendre une seconde de plus. Je me suis mis à tituber en sens inverse, sachant que je pourrais retrouver mes amis grâce aux traces que j'avais laissées dans la neige. Je les ai retrouvés, toujours évanouis. J'ai supposé que Jayden était celui qui avait le moins bu. Alors j'ai essayé de le réveiller en premier. Après quelques poignées de neige sur le visage, il était suffisamment conscient pour parler. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, encore sous le choc. Nous avons tenté de réveiller Amir et Ryland, sans succès. Jayden et moi avons conclu que notre seule option était de prier pour que ces types ne nous poursuivent pas. Mais ils ne sont jamais venus.
Je ne serais peut-être pas en train de raconter cette histoire s'il l'avait fait. Nous avons attendu environ 1 heure que nos amis reprennent connaissance, et quand ils l'ont finalement fait, nous leur avons tout expliqué. Nous avions 1000 questions. Qui étaient ces filles? Qui étaient ces autres types? Que comptaient-ils nous faire? L'idée de ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas eu la présence d'esprit de faire semblant de boire me donnait des frissons. Dans le meilleur des cas, nous nous serions juste réveillés, dépouillés. Mais même cela aurait été horrible. Quelque chose me dit que personne ne va aussi loin juste pour voler quelques étudiants fauchés. Et puis, qui emporte vraiment des objets de valeur en allant skier? De plus, comment aurait-il pu savoir que nous avions des skis chers au lieu de simples locations? Rien n'avait de sens. Retrouver la voiture a été un cauchemar. Faire notre déclaration à la police, un enfer. Le trajet de retour, encore pire. Les responsables de la station de ski ont promis d'identifier ces individus. Mais nous devions rentrer et ne pouvions pas vérifier. La police a pris l'affaire un peu plus au sérieux et nous a assuré qu'on nous tiendrait informés en cas de nouvelles. Je crois même que l'histoire a fait les infos locales. Mais des années ont passé et rien n'a jamais été retrouvé. À ce jour, nous ne savons toujours pas quel genre de drogue ils nous ont administré. Aucune substance trouvée en ligne ne semblait agir aussi rapidement, surtout en si petite quantité. Notre meilleure hypothèse est qu'il s'agissait d'un mélange de drogue, ce qui expliquerait pourquoi tous mes amis se sentaient encore vaseux après leur réveil. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais soyez indulgents. Chaque hiver, mes amis Kyle, Ricky et moi avons cette petite tradition. Marcher sur un lac gelé à quelques villes de chez nous. Ce n'est pas un grand événement, juste quelque chose qu'on fait pour le plaisir. Il y a quelque chose dans l'ambiance d'être là-bas, sur la glace, entouré par un calme absolu, qui semble presque irréel. C'est juste un de ces petits plaisirs simples qu'on a toujours appréciés. Appelez-nous bizarres si vous voulez, mais on ne se lasse jamais de cette sérénité. Si vous avez déjà été seul, en pleine nature, avec pour seul bruit le doux froissement des flocons de neige, vous savez de quoi je parle. On a l'impression d'avoir un bout de nature rien que pour soi. Les photos rendent toujours incroyablement bien aussi, ce qui est un énorme plus pour nous. Quelques gars un peu artistes sur les bords. Ça s'est passé cet hiver. On est en avril au moment où j'écris, donc il y a environ 4 mois. Je sais ce que vous pensez, mais ne vous inquiétez pas, personne n'est tombé à travers la glace. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il neigeait fort cette nuit-là. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle nous avons décidé d'y aller. Il avait fait constamment en dessous de 0 depuis plusieurs semaines. Donc nous étions assez confiants que le lac était totalement gelé. Personnellement, je préfère largement l'hiver à l'été. Mes amis diraient sûrement la même chose. Il y a des tas de raisons à cela, mais l'une d'elles est simplement la neige elle-même. Déjà, c'est magnifique, mais ce que je préfère, c'est qu'on ne se retrouve jamais dans l'obscurité totale. Même après le coucher du soleil, la lumière se reflète sur la neige blanche, mélangeant le jour et la nuit dans une atmosphère presque irréelle. Ce soir-là, la lune était en plus bien pleine, amplifiant encore plus cette impression. Kyle conduisait ce soir-là. Il avait un pick-up qui tenait bien sur la neige, donc on a préféré le laisser au volant, même si d'habitude, c'était Ricky qui nous trimballait partout. Le lac est entouré d'une fine forêt, donc impossible d'y accéder directement en voiture. Forêt, c'est un bien grand mot. C'est plutôt une zone avec quelques arbres épars, mais suffisamment dense pour empêcher un véhicule de passer. On a garé la voiture sur un parking à proximité et on est sorti. Il faisait un froid glacial. On s'est emmitouflé et on a commencé à marcher vers le lac. Je ne fumais pas à l'époque, toujours pas d'ailleurs, mais Ricky et Kyle, eux, oui. Ils ont allumé une cigarette chacun en avançant. Il devait être minuit passé, mais je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il n'y avait pas un chat, pas un animal, pas une personne, rien. Aucun mouvement à part nous trois. On est arrivé au lac, et comme on s'y attendait, il semblait complètement gelé. On riait d'un truc idiot quand Kyle a ramassé un caillou et l'a balancé sur la glace pour tester sa solidité. Aucune fissure. On a donc pris ça comme un feu vert et on a commencé à avancer vers le centre du lac. Évidemment, on n'est pas allé trop loin, ce serait insensé, mais on a quand même avancé à une centaine de mètres du bord.
C'est là que quelque chose a attiré notre attention. De l'autre côté du lac, près des arbres, une silhouette sombre et imposante bougeait lentement. On s'est immédiatement arrêté de parler. Immobile, nous l'observions. La chose était grande, courbée, avançant doucement vers la glace. Puis, on a réalisé ce qu'on regardait. C'était un ours. Ricky a été le premier à murmurer « C'est un ours ?» le plus discrètement possible. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait déjà à toute vitesse. Si c'était vraiment un ours, le dernier truc à faire était d'attirer son attention. On est resté figé, retenant même notre souffle. Mais en l'observant mieux, quelque chose clochait. Sa démarche n'était pas naturelle. Trop droite, trop humaine. Et il traînait quelque chose derrière lui. Rien n'avait de sens. C'était l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues. Puis la silhouette s'est redressée complètement. Et d'un seul coup, nous avons tous compris. Ce n'était pas un ours. C'était une personne. Une personne portant une sorte de costume d'ours. Kyle a lâché un « C'est quoi ce bordel ?» à voix basse. J'étais en train de penser exactement la même chose. Je sais que, raconté comme ça peut ne pas sembler effrayant. Mais si vous aviez été là, vous auriez eu aussi peur que nous. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Je ne savais pas si j'étais plus terrifié ou confus, mais tout mon instinct me criait de rester silencieux. La silhouette continuait d'avancer vers la glace, traînant quelque chose derrière lui. Au début, il était difficile de distinguer ce que c'était. La neige brouillait les détails, mais en s'approchant, j'ai réalisé qu'il tenait une corde attachée à l'objet qu'il traînait. Quelques instants plus tard, nous avons pu voir plus clairement. C'était un petit sac noir. Il ressemblait à un sac poubelle de petite taille, si tant est que cela existe. Quoi qu'il en soit, c'était glaçant. Nous sommes restés là, sans savoir quoi faire. Mon esprit me criait de faire demi-tour et de partir. Mon corps était paralysé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pense pas que Ricky et Kyle étaient très motivés à partir non plus, car aucun des deux n'a bougé d'un pouce. Je ne serais probablement pas parti sur le champ, même si je n'avais pas été aussi effrayé. J'avais besoin de savoir ce que cette personne faisait. Puis, comme si la situation ne pouvait pas devenir plus étrange, l'homme a dézippé et est sorti de son costume d'ours. Le voir sous sa véritable apparence n'a rien arrangé. Il n'était ni particulièrement grand, ni menaçant, mais quelque chose chez lui était profondément dérangeant. Nous l'avons observé se pencher, vraisemblablement pour ramasser un caillou, mais à cette distance, il était difficile d'en être certain. Puis, les bruits ont commencé. Il s'est agenouillé, tenant ce qui ressemblait à un rocher, et a commencé à frapper la glace à plusieurs reprises. Peut-être était-ce un effet placebo, mais je jurerais avoir ressenti les vibrations sous mes pieds, même à cette distance. Il essayait de briser la glace, sans doute pour se débarrasser de ce qu'il y avait dans le sac. Ricky m'a tapé sur l'épaule. Et en me retournant, j'ai vu que lui et Kyle commençaient à reculer vers la terre ferme. Sans dire un mot, je les ai suivis, et nous avons tenté de nous éloigner rapidement sans faire trop de bruit. Chaque pas me semblait assourdissant dans le silence environnant, même si je savais qu'il était impossible que ce type entende le crissement de la neige d'aussi loin. Nous avions à peine parcouru quelques mètres lorsqu'une voix a crié derrière nous. « Hé !» Je n'ai même pas pris le temps de me retourner. J'ai juste commencé à courir, priant pour que ce gars n'ait pas d'armes. Le froid n'aidait pas, et je me suis vite retrouvé à bout de souffle après même pas 1 minute de course. Je ne sais pas s'il nous a suivis. Je ne pense pas, mais à ce moment-là, nous étions en plein mode panique. Nous avons atteint le bord du lac, et j'étais à bout de souffle. Après une très courte pause, nous avons rejoint la voiture en silence, et Kyle a démarré immédiatement. Aucun de nous ne comprenait ce que nous venions de voir. Kyle a dit que c'était probablement quelqu'un qui jetait ses ordures, mais je lui ai répondu que c'était ridicule. Qui, saint d'esprit, s'habillerait en costume d'ours au beau milieu de l'hiver pour jeter illégalement ses déchets? C'était impossible. Ricky a affirmé que c'était forcément quelqu'un qui se débarrassait d'un corps, mais je lui ai fait remarquer que le sac était bien trop petit pour cela. Nous avons débattu tout le trajet du retour, sans réussir à nous mettre d'accord sur une explication définitive. Nous n'avons jamais
eu de réponse. Si j'y repense aujourd'hui, c'est parce que ma mère regardait la télévision l'autre jour et un ancien avis de disparition est apparu à l'écran. Il s'agissait d'un enfant de notre région, et la période de sa disparition correspondait étrangement à ce que nous avions vu sur ce lac. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Je sais que c'est probablement une simple coïncidence malheureuse. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si ces deux événements sont liés d'une manière ou d'une autre. Au moment où vous entendez cette histoire, nous avons probablement déjà signalé notre témoignage à la police.